Alors bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour une nouvelle conférence du Cercle Saint-Paul, du Centre Saint-Paul, le lundi soir. Alors aujourd'hui, c'est le philosophe et essayiste Alain Laurent qui vient nous parler de la philosophe et essayiste Ayn Rand. Je vais le laisser dérouler pendant 1 heure, et puis après vous pourrez poser les questions qui vous paraît utile de lui poser. Voilà, à vous, Monsieur Laurent. Merci. Je suis heureux de constater qu'il y a encore quelques personnes qui veulent échapper au matraquage sur certaines primaires, n'est-ce pas? Vous avez choisi le bon endroit, parce que non seulement il n'en sera pas question ici, mais ce dont il va être question, c'est quelque chose qui en prend carrément le chemin opposé. Alors je vais donc parler de quelqu'un qui est pratiquement inconnu en France, jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières semaines, ça commence un petit peu à changer, mais ce quelqu'un, donc Ayn Rand, est l'une des personnalités a été une des personnalités les plus influentes et importantes aux États-Unis. Elle est connue dans le monde entier, son œuvre a été traduite en une vingtaine de langues. C'est quelqu'un qui est l'auteur de best-sellers. Voyez-vous, par exemple, le roman qui vient d'être traduit chez nous aux belles lettres, 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont un peu plus de 7 millions aux États-Unis. C'est l'un des plus gigantesques best-sellers qui soit. Et la France était pratiquement le seul des grands pays à ne pas bénéficier de la traduction de ce roman dont je vais un peu parler. Je parle bien de roman, ce qui permet de corriger un peu ce que vient de dire Jean Robin. Ayn Rand était une philosophe, mais moi je mets des guillemets d'ailleurs, mais surtout et avant tout une romancière. Elle s'est surtout exprimée par le biais de la fiction. Je vais d'abord essayer de montrer quelle est son extrême importance, et à rebours, ça souligne à quel point il est tout à fait stupéfiant, voire scandaleux, qu'en France, jusqu'alors, elle ait autant été ignorée. Donc je viens de rappeler que, par exemple, ceci, alors La Grève, c'est la traduction d'un roman qui est paru aux États-Unis en 1957, dont le titre est Atlas Shrugged. C'est pratiquement intraduisible en bon français littéraire, je crois que c'est hausser les épaules. Donc c'est quelque chose qui, non seulement a maintenant dépassé les 7 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, mais ce qui est tout à fait notable, c'est que alors que Ayn Rand est morte en 1982, que ce roman est paru en 1957, ça veut dire il y a plus d'un demi-siècle, eh bien en 2008, alors que depuis une vingtaine d'années, il s'écoulait tout de même au rythme de 50 000 à 70 000 exemplaires par an, rien qu'aux États-Unis, ce qui est déjà formidable. Bien des auteurs que je connais, moi-même d'ailleurs, aimerions, 50 ans après, avoir des livres qui se vendent à 50 000 ou 70 000 exemplaires. Mais en 2008, il s'est passé un phénomène tout à fait étonnant, qui a fait les gros titres de toute la presse aux États-Unis, et même ailleurs qu'aux États-Unis, c'est que le tirage est passé de 2007, donc de 70 000, enfin les ventes, à 500 000. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? D'une part, l'entrée dans la crise et l'élection d'Obama. Et ça a provoqué un choc et un retour tout à fait prodigieux vers l'œuvre d'Ayn Rand. Mais Ayn Rand, en tant que romancière, également l'auteur d'un autre gigantesque best-seller qui s'appelle en anglais The Fountainhead. La traduction française, d'ailleurs, là, elle est littérale, ça l'est tout simplement. C'est La Source Vive, qui était paru en 1943, et La Source Vive, actuellement, aux États-Unis, est à un peu moins de 7 millions d'exemplaires vendus. Alors ça, c'est un ouvrage qui avait été traduit aux éditions Orban, qui a été repris par Plon depuis, mais lorsqu'il était traduit en français, au début des années 80, personne n'en a parlé, c'est passé totalement inaperçu. Donc, ce que je veux d'abord vous montrer, c'est à quel point, donc près de 30 ans après sa disparition, je rappelle qu'elle est morte en 1982, nous sommes en 2011, eh bien, Ayn Rand non seulement demeure importante, mais par un curieux phénomène, une conjonction
de pas mal de facteurs, elle prendrait même de plus en plus d'importance. Vous savez qu'habituellement, on parle pour les écrivains, après leur mort, pour beaucoup d'ailleurs, c'est la mort intellectuelle définitive, on n'en parle plus. Mais pour un certain nombre, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est-à-dire pendant un certain temps, on n'en parle plus, puis un demi-siècle après, ou un siècle, etc., ils reviennent. Pour Ayn Rand, il n'y a eu rien de tel. Alors, il y a également eu quelque chose d'autre de très important ces dernières années. Alors qu'elle était célèbre, elle avait des disciples qui évidemment avaient fait paraître un certain nombre d'ouvrages sur elle, mais les disciples d'un penseur, d'un écrivain, etc., sont toujours plus ou moins partiaux. Ce qu'ils publient relève de la hagiographie, c'est-à-dire tout est merveilleux, tout est beau, etc. Et là, il s'est passé, c'était en 2009, il s'est passé un phénomène important. Pour la première fois, 2 biographies, au sens professionnel du terme, sont parues, c'est-à-dire faits par des écrivains, mais qui sont relativement neutres, qui savent faire apparaître les mauvais côtés en même temps que les bons côtés. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important qu'un auteur soit en effet l'objet de l'attention, pas simplement de ceux qui sont ses partisans, mais de ceux qui émettent un jugement plus critique. Je prends critique d'ailleurs au sens fort du terme, c'est-à-dire qui balance le positif et le négatif. Et il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé en 2010, 2008, le formidable rebond des ventes, 2009, 2 biographies, et en 2010, la première partie de cet énorme pavé a été portée au cinéma, donc c'est paru en film, la première partie. Et c'est un film qui s'est taillé un très honorable succès. Évidemment, on se demande si un jour il sortira en France, et vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi, tant les idées d'Ayn Rand sont, d'un point de vue, je dirais, français, presque franchouillard, tout à fait sulfureuses. Il y a eu quelque chose d'autre encore, c'est le phénomène très américain dont beaucoup de gens parlent, de Tea Party. Vous savez ce qu'on appelle le Tea Party aux États-Unis, c'est cette frange du Parti républicain, ou de gens d'ailleurs qui sont dans la mouvance du Parti républicain, évidemment plutôt à sa droite, et c'est un mouvement tout à fait populaire qui a une sorte de génération spontanée de gens, de protestataires de droite qui se sont insurgés contre le poids de l'État, de la taxation, c'est-à-dire des impôts, des réglementations, etc. Et les disciples d'Ayn Rand, ils jouent un rôle non négligeable. Alors si vous vous rappelez du titre d'ailleurs, du titre américain de ce roman, Atlas Shrugged, donc le haussement d'épaule d'Atlas, le géant Atlas, celui qui supporte le monde sur ses épaules, eh bien on a vu des pancartes dans certaines manifestations du Tea Party, où il y a souvent des dizaines de milliers de personnes, c'est un mouvement populaire extrêmement important, quoi qu'on puisse en penser, eh bien on a vu des pancartes « Atlas is shrugging », c'est-à-dire Atlas en a assez et il est en train d'éjecter son fardeau. Donc c'était des lecteurs d'Ayn Rand qui se trouvaient dans la foule. Alors, pourquoi ce regain d'intérêt, cette actualité tout à fait brûlante, et voyez-vous qui surgit de pas mal d'endroits? C'est parce que si Ayn Rand est une romancière, d'ailleurs j'y reviendrai pour dire un mot de ses grands romans ensuite, parce que de mon point de vue, c'est avant tout une romancière, puisqu'elle a essayé d'utiliser la fiction pour illustrer ses convictions, mais je vais d'abord un peu parler de ses convictions. Je vais être assez bref. Ça veut dire que si je ne suis pas suffisamment précis, eh bien on pourra toujours y revenir dans la discussion. Parce que je préfère après m'appesantir sur ce qu'a été son itinéraire, parce que, non contente d'avoir des idées assez étonnantes, elle a eu une vie digne presque d'un roman d'aventure. Alors, en ce qui concerne les idées, ce que l'on trouve souvent, c'est par exemple, vous allez sur Google et que vous tapez Ayn Rand, alors là, vous avez évidemment des millions et des millions, voire des dizaines de millions d'occurrences, mais ce qui est souvent retenu, c'est, à mon avis, presque le moins intéressant, et on retrouve ça d'ailleurs dans les titres des premières chroniques ou critiques qui paraissent dans la presse à propos soit de la biographie que je viens de publier sur elle, soit de la grève, c'est qu'elle serait, comme on dit parfois, la déesse du capitalisme ou du libre marché. C'est exact d'ailleurs.
c'est exact, mais c'est le fait qu'elle soutienne et qu'elle était l'une des premières aux États-Unis, à partir des années 55-60, à remettre en avant le capitalisme, et d'ailleurs elle prend toujours soin de briser le capitalisme de laisser-faire. Alors si vous regardez la presse française, l'expression laisser-faire est quelque chose d'absolument horrible et qui fait frémir d'épouvante et d'indignation. Comme dirait Stéphane Hessel, indignez-vous, et bien alors là, il y a de quoi soulever toutes les indignations, puisque laisser faire, évidemment, c'est le laxisme, le n'importe quoi, le fait que les riches sont en train de dépouiller les pauvres, les forts, les faibles, etc. C'est pas ainsi, évidemment, que l'entendait Enron. Alors, c'est un premier point fort, mais quand on regarde ce qu'elle a écrit sur le capitalisme, elle en est bien d'accord, elle n'a apporté aucune innovation. Elle a emprunté ce qu'elle en dit à d'autres écrivains, en particulier des économistes, donc un grand économiste libéral qui s'appelle Mises, qui a été en quelque sorte son mentor, mais elle n'apporte aucune innovation sur la conception du capitalisme. Parce qu'au fond, et là ça va me permettre de passer immédiatement à la suite, ce qu'elle voulait faire à partir de du début des années 1940, c'était, bien convaincu en effet que le poids de l'État est insupportable, destructeur, etc. Donc, à ce moment-là, compris, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, que seul le capitalisme, c'est-à-dire l'économie de libre marché, pouvait satisfaire réellement l'être humain, mais ce qu'elle a constaté, c'est que les économistes passaient à côté du plus important, à savoir donner un fondement moral et philosophique au capitalisme. De son point de vue, il ne suffit pas de dire c'est le capitalisme ou l'économie de libre marché qui produit les meilleures conséquences ou, comme disent les économistes, une meilleure allocation des ressources. Ça, c'est un argument utilitariste. Et selon Enron, c'est pas parce que quelque chose marche que ça marchera toujours ou nécessairement. Il y a aussi d'autres choses qui marchent. Ce qu'il faut, c'est trouver un argumentaire d'ordre avant tout moral, mais également philosophique, qui puisse permettre de justifier que seul le capitalisme permet en effet de satisfaire les véritables besoins humains. Et alors ça l'entraînait sur une autre piste, elle est presque d'ailleurs revenue à ses premières amours, et en cherchant sur le plan philosophique à refonder moralement, philosophiquement, rationnellement le capitalisme, elle a mis à jour quelque chose qui pour elle est bien plus important, dont le capitalisme ou l'économie de libre marché ne sont que des, si je puis dire, des conséquences ou des sous-produits. Pour elle, l'essentiel est en amont, il est d'ordre moral et philosophique, et en gros, on peut appeler ça l'individualisme. L'individualisme, au sens fort exact du terme, c'est-à-dire considérer que ce qui compte avant tout, c'est non seulement l'individu, mais la souveraineté de l'individu comme être qui est propriétaire de soi, qui doit vivre pour lui-même et par lui-même. Alors voilà, sans doute sur le plan des idées, l'axe fort, le point fort d'Enron. Et c'est surtout ça qu'elle a voulu faire passer dans ses grands romans. Dès son premier roman, sur lequel je reviendrai en détail par la suite, ça date de 1936, ça s'appelle en américain « We the Living », en français « Nous les vivants », là aussi la traduction est littérale. Elle avait défendu cette cause de l'individu souverain qui doit vivre pour soi et par soi en utilisant un terme encore plus dur, bien plus sulfureux qu'individualisme, c'est celui d'égoïsme. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui apparaît assez tôt dans sa pensée. Ce qu'elle appelle... Alors, elle ne se contente pas d'ailleurs de prôner et de justifier l'égoïsme. Elle dit d'une part que c'est une vertu et que c'est l'inverse de l'égoïsme qui est un vice, et l'inverse de l'égoïsme, c'est naturellement l'altruisme. Donc là, vous avez un auteur dont on ne peut pas dire qu'il a passé son temps à copier ou à répéter ce que les autres avaient dit avant lui ou autour de lui. C'est absolument original, c'est un non-conformisme absolu. Enron est avant tout le penseur de la vertu d'égoïsme. D'ailleurs, il y a l'un de ses livres qui s'appelle ainsi. Mais elle prend soin
d'ajouter un qualificatif à égoïsme afin qu'il n'y ait pas de malentendu ni de contresens. Ce qu'elle prône, c'est ce qu'elle appelle l'égoïsme rationnel. Parce que Ayn Rand est avant tout quelqu'un qui pense qu'il faut restaurer les droits de la raison. C'est une rationaliste. C'est quelqu'un, et ce qu'elle dit à propos de la raison, l'a principalement emprunté à, au seul grand philosophe à l'égard duquel elle se reconnaît une dette, c'est Aristote. Entre elle et Aristote, dit-elle souvent, il n'y a plus personne. Et en effet, Aristote était, c'est bien connu, le penseur de la raison avant tout. L'égoïsme doit être rationnel, peut être moralement justifié. Alors rationnel, ça veut dire plusieurs choses. Et si on ne tient pas compte de cela, on ne comprend pas véritablement ce qu'elle a voulu dire. Rationnel, ça veut dire que il faut, j'allais dire extirper, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas reléguer et mettre dans une position totalement seconde et contrôlée tout ce qui, chez l'être humain, est de l'ordre des passions, surtout des émotions, des désirs, des fantasmes, etc. La rationalité, elle doit être quelque chose qui est aux commandes chez l'individu parce que des désirs, des émotions, des passions, il peut résulter rigoureusement n'importe quoi. Alors, si vous avez l'esprit un peu vicieux, ce qui est bien, vous vous dites, mais ma biographie s'appelle « La passion de l'égoïsme ». Évidemment, j'ai joué sur les mots parce que Ayn Rand elle-même n'a pas toujours respecté ce qu'elle prêchait aux autres. Et on peut dire en effet que ça a été, d'ailleurs, dans les premières critiques qui paraissent sur mon livre, un certain nombre de chroniqueurs jouent seulement en disant c'est la passionaria, donc quelqu'un en effet qui vit, qui développe une passion, la passionaria soit du capitalisme, soit de l'égoïsme. J'emploie d'ailleurs moi-même ce terme. Alors, c'est rationnel au sens où c'est la raison qui doit définir, qui doit montrer à un individu ce qu'est son propre intérêt. Notre propre intérêt, ce n'est pas d'assouvir nos pulsions, ça c'est réduire l'être humain à un sous-animal, c'est la raison qui doit indiquer, la raison au sens tout à fait classique du terme, armée de la logique, etc., elle-même calée sur ce qu'est la nature humaine, c'est cela qui doit nous enseigner ce qu'est notre, je le dis en américain, notre self-interest, c'est-à-dire notre intérêt propre, n'est-ce pas? Et notre intérêt propre est rationnel à partir du moment où il n'est pas défini sous l'emprise, en effet, de tout ce qui est cette sphère soit des pulsions, de ce qu'on appelait jadis les instincts, ou de l'affectivité. C'est rationnel également dans un autre sens. C'est rationnel dans la mesure où ça fait partie d'ailleurs de la notion de rationalité, où c'est quelque chose qui doit pouvoir s'universaliser sans contradiction. C'est ça la raison, n'est-ce pas? Armée encore une fois de la logique. Et alors, ce qu'elle appelle l'égoïsme rationnel, c'est un égoïsme qui n'est pas du tout clos sur soi. Il revient à chacun de chercher à poursuivre, à atteindre son intérêt rationnel dans la mesure où cet individu respecte l'égoïsme rationnel des autres. Au fond, c'est un égoïsme qui se passe entre individus indépendants et se respectant mutuellement. Donc, ce qu'elle a prôné, c'est un monde d'égoïstes, au pluriel, qui se respectent mutuellement, dont les intérêts sont rationnellement, finalement, conciliables, puisque l'intérêt rationnel, bien entendu, définit de façon rigoureuse ce qui est à chacun le sien. Et entre des égoïstes rationnels, il ne peut pas y avoir, dit-elle, ce qui me paraît un petit peu optimiste, mais enfin, passons, pour le moment, je suis en train de relater ce qu'elle pense, il ne peut pas y avoir de conflit. Voilà pour l'égoïsme rationnel. Donc, vous le voyez, d'ailleurs, tout à fait, au début de cet ouvrage, elle prend soin de dire « je vais défendre un nouveau concept de l'égoïsme ». L'égoïsme est vertu dans la mesure où c'est ce qui permet à chacun de trouver le meilleur pour lui-même, de ne pas être, ça c'est un de ses termes préférés, de ne pas être un animal sacrificiel. Un animal sacrificiel, dans le vocabulaire d'Ayn Rand, c'est être considéré par les autres comme étant un moyen pour obtenir satisfaction.
Un animal sacrificiel, c'est quelque chose que l'on sacrifie au profit de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que lui. On peut être l'animal sacrificiel au profit d'un groupe, au profit d'ailleurs d'individus privés, mais surtout, fait remarquer Enron, au profit de l'État. Donc le refus d'être un animal sacrificiel, le refus d'être sacrifié, de se sacrifier, voilà ce qui définit l'égoïsme, mais elle ajoute toujours, y compris dans ses romans, et le refus de sacrifier les autres à nos propres intérêts. C'est ce qu'en général, on ne voit pas quand on veut, en effet, dire du mal d'elle, mais évidemment, ça relève de la malhonnêteté intellectuelle. Je vais ajouter 2 derniers points qui me semblent très importants pour bien comprendre sa pensée. Merci. C'est l'importance qu'a dans sa perspective de ce qu'elle appelle une loi intellectuelle, une loi de la raison, là où la rationalité se manifeste pleinement. Elle l'empruntait d'ailleurs à Aristote, qu'elle a pas mal fréquenté. C'est ce qu'elle appelle, et ce qu'Aristote appelait déjà, la loi de causalité. L'être humain ne peut s'accomplir que s'il a une vision, une perception, une connaissance adéquate de la réalité telle qu'elle est. Ça d'ailleurs, ça nous mènera à un dernier point en ce qui concerne sa pensée. D'ailleurs, ce dernier point, j'en dis un tout petit mot, donc l'être humain ne peut s'accomplir, ne peut percevoir ce que sont ses véritables intérêts dans le but de s'accomplir, de devenir lui-même, que s'il a cette perception objective de la réalité. Ça veut dire premièrement qu'il y a une réalité indépendante de notre esprit. Nous n'avons pas que des représentations, d'après elle, nous pouvons accéder directement au réel, et rien n'est possible si tout ce que nous pensons, toutes nos actions ne sont pas fondées sur cette adéquation objective à la réalité. C'est pourquoi, d'ailleurs, et elle fonde tout son système là-dessus. Alors c'est pourquoi elle appelait son système philosophique l'objectivisme. L'objectivisme, qui est un terme tout à fait insolite en philosophie. Avant Ayn Rand, d'ailleurs, personne n'en avait jamais parlé. Alors ça peut sembler tout à fait rébarbatif, peut-être un peu barbare, mais en effet, pour elle, aussi bien l'individualisme, l'égoïsme que le capitalisme ou d'autres choses n'ont de sens que s'ils sont d'abord fondés par le travail ou sur le travail de la raison qui elle-même doit s'appuyer sur une connaissance intégrale de la réalité telle qu'elle est. Ne pas fuir la réalité, ne pas s'en évader et travailler sur le réel pour pouvoir s'accomplir. Donc voyez-vous, voilà ce qu'elle appelle non seulement l'égoïsme rationnel, mais ce qu'est l'égoïsme rationnel dès lors qu'il est fondé sur cette loi de causalité. Parce que lorsque on essaie de bien connaître la réalité, ce qui apparaît avant tout, c'est qu'il n'existe rien sans cause. Donc le travail rationnel de l'esprit humain, c'est en effet d'essayer d'identifier les causes. Mais surtout, c'est que toute cause a des conséquences. Et c'est là, d'ailleurs, que Ayn Rand franchit un dernier pas extrêmement important dans cette sorte de vision morale qu'elle a de l'être humain. Elle donne une extrême importance à ce qu'elle appelle le gagner et le mériter. Le gagner, ça veut dire earned, gagner en anglais américain, c'est le fait que l'être humain ne peut s'accomplir, est sûr et certain de ne pas être l'animal sacrificiel des autres, à condition de vivre non seulement pour soi, c'est l'égoïsme rationnel dont je parlais, mais par lui-même. D'ailleurs, ça m'a frappé parce que elle ne fait que rejoindre la vieille sagesse populaire, n'est-ce pas? Gagner sa vie. Gagner sa vie, ça n'a pas qu'un sens tout à fait matériel. Gagner sa vie, combien il a bien gagné, ça veut dire qu'on a consenti à déployer des efforts efficients et rationnels pour parvenir à ses fins, tout en s'interdisant d'utiliser les autres comme des moyens ou des objets. Donc, ce qui est juste, ce qui est vertueux, ce qui est moral, c'est de gagner, de vivre par soi-même, de consentir aux efforts, évidemment, d'en recueillir les fruits ensuite. Il y a un deuxième terme d'ailleurs qui est accolé à earned,
gagner, c'est deserved, mérité, ce qui est mérité. Et Ayn Rand est la philosophe du mérite. Ça, tout ce que je viens de dire se raccorde d'ailleurs à cette loi de la causalité. Nous ne méritons que ce dont nous sommes les causes efficientes et agissantes. Nous n'avons aucun droit de demander aux autres de le faire à notre place. Ils ne sont pas nos esclaves, ils ne sont pas nos animaux sacrificiels, mais il y a également la réciproque. Donc voilà ce qu'on peut dire sur elle. Et on peut appeler ça d'ailleurs l'idée de responsabilité de soi. On pourrait faire remarquer d'ailleurs, mais c'est un argument qu'Ayn Rand n'explicite pas complètement, que l'égoïste rationnel, de ce point de vue-là, est presque tout de même altruiste malgré lui, puisque c'est sa manière de respecter autrui, ne pas considérer qu'il est un moyen au service de nos fins. Un mot d'ailleurs à propos de l'altruisme, puisque Ayn Rand, comme pour l'égoïsme, a une manière bien particulière de déplacer un peu le sens traditionnel des concepts. Non pas qu'elle leur donne un nouveau sens, mais souvent elle joue sur un registre en laissant un peu les autres de côté. Alors vous le voyez déjà, l'égoïsme rationnel, selon elle, ce n'est pas l'individu avide et cupide qui se jette sur les autres pour les utiliser, c'en est tout le contraire, c'est un être indépendant qui respecte l'indépendance des autres. Même déplacement à propos de l'altruisme. Un sens fréquent donné à l'altruisme, c'est celui du souci des autres. Tout dépend d'ailleurs de ce qu'on appelle souci. En tout cas, de tenir compte des autres, ne pas vivre comme un autiste qui ne perçoit pas du tout qu'il y a d'autres égaux à lui dans le monde. Mais elle choisit plutôt un autre, enfin, c'est pas un autre sens, mais un autre registre du sens général d'altruisme. Altruisme veut dire se dévouer, faire preuve d'abnégation, se sacrifier pour l'autre, et c'est ça, pour elle, l'ennemi majeur. Hein, on trouve l'animal sacrificiel. Ne pas sacrifier les autres, mais ne pas se sacrifier à eux non plus. Voilà son thème dominant. Et donc, ce qu'elle appelle l'altruisme, c'est considérer que le bonheur des autres compte davantage que le nôtre propre. Et alors, elle a souvent ces phrases assez étonnantes et détonnantes d'ailleurs. Mais pourquoi le bonheur des autres compterait-il plus que le mien? Que chacun travaille à son propre bonheur, qu'il n'empêche pas les autres de travailler à leur propre bonheur, qu'ils coopèrent s'ils se mettent d'accord, c'est un certain nombre de points. Voilà quelque chose dont elle pense le plus grand bien. Donc voyez-vous, derrière l'altruisme, elle trouve, il y a évidemment l'autre, mais l'altruisme altère l'individu, et l'individu à ce moment-là est convaincu, ou se convainc, ou s'est laissé convaincre, qu'il comptait moins que les autres. Donc se prendre pour un zéro, n'est-ce pas, en faisant preuve de sacrifice ou d'abnégation, voilà ce qu'elle condamne avant tout. Alors pourquoi d'ailleurs certains individus se laissent-ils convaincre de cela? J'en aurais fini avec ces cantines, il y a bien d'autres, mais enfin, on va pas, si je puis dire, passer la soirée, j'ai d'autres choses tout de même à vous raconter, en particulier sur son évolution et sa vie d'une façon peut-être plus concrète. C'est parce qu'en mon sens, et ça aussi c'est une des très grandes forces et originalités d'Ayn Rand, elle pointe quelque chose qui fait le malheur du monde, et en tout cas de bien des gens sur Terre, c'est la culpabilité. Et elle ajoute la culpabilité imméritée. Vous savez que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on ironise souvent sur tous ces gens qui culpabilisent, se sentent coupables de toute la misère du monde, de tout ce qui ne va pas dans le monde, et culpabilisent à l'égard de sa femme, de son mari, de ses enfants, des pauvres, de tout ce que l'on veut. Et Ayn Rand fait remarquer, alors en stricte application de ce qui vient d'être dit, mais ma foi, vous n'en êtes pas personnellement responsable. Si vous avez commis un tort envers quelqu'un, en effet, là, vous devez vous sentir coupable. Mais ce qu'elle vise, c'est cette culpabilisation imméritée. Tout à l'heure, je soulignais l'importance qu'a chez elle le deserved, le mérité, et il y a l'inverse aussi, l'immérité. Et
d'après elle, c'est central parce que ça permet de comprendre pourquoi, bon, elle parle du monde qu'elle avait sous les yeux à l'époque, donc des États-Unis des années 40, 50 en gros, bon, je parle de ces grands romans, c'est parce que un certain nombre de forces idéologiques ou politiques ou religieuses, etc., ont fini par convaincre les individus, en effet, qu'ils devaient expier dans leur recherche du bonheur, qu'ils étaient coupables de cela. Et elle dit, rien de votre malheur ne pourrait subsister si vous n'en étiez pas complice. Et alors, elle a inventé une formule, je vous la dis d'abord en américain, the sanction of the victims, c'est-à-dire, alors, sanction au sens littéral et, comment dire, fort, vrai du terme. En France, on croit toujours qu'une sanction, c'est punir. Mais je vous rappelle que les examens scolaires sanctionnent des études. Et quand vous avez, par exemple, le bac mention très bien, eh bien, c'est la sanction de vos études. Donc, sanction ne veut pas toujours dire, comme le croit pratiquement tout le monde, que c'est forcément mauvais. Et elle l'utilise dans le sens du consentement. Sanctionner quelque chose, c'est y accorder crédit, d'une certaine façon. Et quand elle utilise l'expression sanction of the victims, ça veut dire que les victimes, ceux qui sont finalement traités par l'État ou des forces idéologiques comme des animaux sacrificiels, c'est qu'ils y ont consenti, c'est qu'ils ont fait preuve de lâcheté. Ils n'ont pas eu le courage moral de se dresser contre. Ils se sont laissés avoir, et elle est, à mon sens, peut-être à l'exception de Nietzsche, avant qu'elle, avec lequel elle a eu des rapports assez, comment dire, complexes, mais il l'a beaucoup inspiré au début, même s'il s'en est éloigné par la suite. Donc, à l'exception de Nietzsche, aucun penseur autre qu'Ayn Rand n'a pointé avec autant de force le malheur des gens qui sont les complices de leur propre dégradation, ceux qui acceptent en effet de se laisser faire. Voilà pour ce consentement des victimes à leur propre exploitation. Voilà, donc voyez-vous, ça fait déjà pas mal de choses. Dans tout ce que je viens de décrire, voilà, eh bien, vous comprenez pourquoi ce qu'on lui attribue comme étant son idée la plus forte, le capitalisme de laisser faire, ce n'en est qu'un résultat, je dirais même qu'un des résultats possibles, et je me ferai fort de démontrer qu'à partir des mêmes prémices, comme aime à dire Ayn Rand, ce que je viens de recenser, eh bien, on peut éventuellement arriver à des conséquences un peu différentes. Pour conclure là-dessus, là où beaucoup de gens disent Ayn Rand, c'est avant tout la passionnariat qu'est-ce que j'ai trouvé dans la presse, de l'ultralibéralisme. Hein. Vous n'êtes pas contre l'ultralibéralisme en France, on se demande ce que vous fabriquez encore dans notre pays, hein, puisque c'est le catéchisme obligé maintenant. Eh bien, c'est un contresens majeur, puisque, elle l'a souvent dit elle-même, elle qui a passé son temps à vouloir restaurer des valeurs fortes pour que l'être humain puisse rationnellement se guider par lui-même, elle dit « ce qui compte le plus dans ma pensée, dans ma philosophie, ce sont les notions de raison, on en a déjà parlé, de vie, accomplir, la vie n'a de sens que si l'être peut s'accomplir à propos de ses propres convictions, et puis surtout le bonheur. C'est quelqu'un qui place la finalité de l'être humain dans la recherche du bonheur. Et tout ce qu'elle dit, alors, qu'est-ce que le capitalisme de laisser-faire vient faire là-dedans? C'est tout simplement le moyen, comme elle dit, politico-économique le plus adéquat à ce qu'elle a posé préalablement, que les gens, en effet, vivent par eux-mêmes, échangent volontairement et librement, ensuite coopèrent, c'est pas du tout l'ennemi de la coopération, au contraire, mais à condition que la coopération soit volontaire et se passe entre égaux indépendants. Voilà, pour brosser, en effet, ce que c'est sa pensée. Je passe une deuxième partie, on va voir comment elle est arrivée à tout cela. Ayn Rand ne s'est pas toujours appelée Ayn Rand. Elle est née en 1905 en Russie, à Saint-Pétersbourg, sous le nom d'Alissa Rosenbaum. Elle était de famille juive. Elle a une enfance, disons, de type petite bourgeoise,
pour adopter le vocabulaire des camarades qui s'empareront rapidement du pouvoir en Russie une douzaine d'années plus tard. Elle a un père pharmacien et une mère qui est extrêmement attentive à son développement intellectuel et qui lui fait rapidement apprendre pas mal de langues étrangères. Je passe sur une foule de détails, il a fait un petit peu voyager, donc ça lui ouvre l'esprit, mais Alissa Rosenbaum, comme elle s'appelle, donc pendant un certain temps, est même lorsqu'elle est fillette, c'est un esprit extraordinairement non conformiste, indépendant, et je crois qu'on peut dire que tout ce qu'elle a pensé et accompli comme œuvre par la suite, jusqu'en 1982, ça n'a jamais été que la transposition intellectuelle de ce qu'elle était dans son être intime et profond dès l'enfance. Quelqu'un qui avait un caractère extrêmement fort et indépendant, qui préférait souvent lire plutôt qu'aller avec des petits copains, des petites copines, qui à l'âge de 12 ans commençait à affirmer un certain nombre de convictions, et surtout qui passait son temps à, pendant que les professeurs professaient, etc., eh bien, elle s'occupait à imaginer et écrire des nouvelles, voire des petits scénarios, dès l'âge de 10-12 ans. Et donc on le sait bien puisque ces papiers ont été conservés. Et dès cet âge-là, d'ailleurs, elle se voyait plus tard comme quelqu'un qui serait écrivain. Et la suite prouve qu'elle a eu, en effet, si l'on peut dire, de la suite dans les idées. Elle y est parvenue. Alors, il y a eu un grand événement dans sa vie, mais évidemment la vie de millions d'autres personnes, c'est que en 1917, les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie, nationalisent et collectivisent la pharmacie du père. Ayn Rand, qui habitait au milieu, si vous connaissez Saint-Pétersbourg, vous verrez où c'est la grande avenue, les Champs-Élysées de Saint-Pétersbourg, c'est la perspective Nevsky, qui existait évidemment déjà à l'époque, qui est long de plusieurs kilomètres, qui était superbe à l'époque, qui est redevenue d'ailleurs superbe maintenant, elle est en plein centre. Et ce qu'elle a vu, ce à quoi elle a assisté, c'est l'arrivée des hordes de gardes rouges bolcheviques, mais ce sont les révolutionnaires bolcheviques qui ont inventé l'expression garde rouge, hein, c'est pas les maoïstes plus tard, et ces gardes rouges se sont mis non seulement à tout dévaster, à tout envahir, mais à tuer tous ceux qui restaient. Et elle voyait ça de sa fenêtre, elle a vu des tueries absolument horribles, et elle en a conservé, surtout quand, par la suite, la pharmacie du père a commencé à être réquisitionnée, collectivisée, ils ont été expulsés de leur appartement, elle et puis toute sa famille. Elle en a conservé une haine farouche, viscérale, totale pour le communisme et le collectivisme en général. Ça aussi, c'est quelque chose qui l'a guidé pendant toute sa vie. Donc oui, les deux sources vives de la pensée de Love d'Ayn Rand sont là. Quelqu'un qui a un solide caractère, n'est-ce pas, totalement indépendant et réfractaire. Deuxièmement, quelqu'un qui vit essentiellement dans l'imagination en créant et se racontant des histoires qu'elle écrit. Puis troisièmement, quelqu'un qui sait de quoi elle parle lorsqu'il est question du communisme, du bolchevisme et du collectivisme. Lorsqu'elle était étudiante à Saint-Pétersbourg, elle fait des études d'histoire avec, j'emploie le vocabulaire universitaire français, avec en mineur tout de même quelques développements philosophiques, c'est là qu'elle entend parler un peu d'Aristote, et puis tout de même cette idée de créer, de construire des histoires continue à lui trotter dans la tête, et lorsqu'elle achève ses études à l'université de ce qui n'est plus Saint-Pétersbourg, ça a d'abord été Petrograd, et puis en 1924, ça devient Leningrad. Eh bien, dans cette dernière année d'étudiante à Leningrad, elle se focalise sur le cinéma. Elle apprend à faire des scénarios, elle en produit, etc. Elle fait un mémoire, d'ailleurs, sur une grande actrice américaine de l'époque, Paula Negri. Mais elle s'est fait repérer à l'université par la police politique qui traque les étudiants non conformistes, petits bourgeois, etc. Et encore, à cette époque-là, on se contente de les traquer, puisque
dans les années qui suivront, on les expédiera tout simplement à la mort ou au goulag. Et elle trouve que, évidemment, l'URSS, comme ça s'appelle désormais, est devenu quelque chose de totalement invivable, où elle n'a aucun avenir. D'ailleurs, ses parents sont ruinés. Son père a eu la santé complètement détruite parce qu'il a fallu qu'ils émigrent un temps en Crimée, etc., avec des histoires tout à fait invraisemblables. Et Alissa Rosenbaum n'a qu'une idée en tête, c'est pouvoir partir de Russie. Et alors un jour, il y a un miracle, vous allez voir qu'il y a pas mal de miracles dans sa vie. Alors il y a un premier miracle, c'est qu'un jour arrive à l'appartement, enfin c'est même plus l'appartement, parce que quand ils sont revenus de Crimée, ils s'étaient réfugiés pendant 3 ans, ils ont voulu réintégrer leur appartement à la personne de Niewski, il avait été collectivisé, etc. On leur a donné une seule chambre dans ce qui était avant l'immeuble où ils vivaient. Donc c'était proprement insupportable, une promiscuité et puis des contrôles policiers communistes infernaux et incessants. Et malgré tout, arrive, ça pouvait encore se faire, hein, on n'était pas encore complètement dans le stalinisme, arrive une lettre en provenance des États-Unis. Et cette lettre est expédiée par une cousine américaine vivant à Chicago. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en Russie, en 1880, les Juifs avaient la vie dure, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils étaient persécutés, il y avait des pogroms où ils étaient massacrés, il y a eu des milliers, voire des dizaines de milliers de Juifs massacrés pendant ces pogroms, et une partie de la famille Rosenbaum avait fui la Russie au début des années 1880. C'est comme des millions d'émigrants européens, ils s'étaient fixés aux États-Unis et ils s'étaient pas mal débrouillés à Chicago. Pour partir d'ailleurs de Russie, toute la famille élargie s'était cotisée. Donc ils se sentaient une dette financière, mais surtout morale, à l'égard des parents d'Alissa Rosenbaum. Et alors ils se disaient, mais que sont devenus nos parents restés en Russie avec ces salopards de bolcheviks qui sont en train de tout détruire et de tout massacrer. Et aussitôt, Alissa Rosenbaum s'est dit, mais en effet, si on a des parents qui s'occupent de nous, qui se préoccupent de nous aux États-Unis, pourquoi ne pas aller leur rendre visite? Et dès ce moment-là, donc, comme elle est née en 1905, elle avait à peine une vingtaine d'années, ce qu'elle a en tête, c'est non seulement de partir les visiter, mais de ne plus jamais revenir. Alors, il y a un échange de correspondance avec la partie américaine de la famille. Comme c'est l'époque dite de la NEP en Russie, il faut rafraîchir vos souvenirs d'histoire, c'est le moment où il y a une toute petite libéralisation elle en a beaucoup, enfin Alissa Rosenbaum a beaucoup de chance, au moment où elle demande en effet un visa pour sortir 6 mois de Russie, il y a une délégation syndicale européenne qui est en visite, et alors les bolcheviks ne veulent pas paraître trop en kékineur, et elle reçoit son permis. Je passe sur... Donc, ce qui se passe, c'est que fin 1925, elle a son passeport, et elle part pour Chicago. Alors, elle traverse d'ailleurs toute l'Europe en train, jusqu'au Havre, où elle prend un paquebot, c'est sa mère qui lui avait retenu le passage, et elle débarque aux États-Unis début février 1926. Et là, elle est bien décidée à ne jamais revenir en Russie, dans l'enfer bolchevique, et pour bien marquer que pour elle, c'est la vraie vie qui commence, qu'elle naît une deuxième fois, elle décide de changer de nom. Elle décide de prendre et se forge un nom américain, Ayn Rand. On a beaucoup épilogué sur son nom, je passe sur les détails, il semble que ce soit d'influence yiddish version russe. Et elle arrive à Chicago, elle a de la chance parce que les parents qui la reçoivent sont des exploitants d'une salle de cinéma. Et donc elle passe son temps à voir des films, comme elle avait fait sa maîtrise en cinématographie. Et puis, deuxième chance, alors c'est presque l'anticipation d'un nouveau miracle, sa tante, qui exploite le cinéma, a un correspondant, enfin, elle reçoit les films de quelqu'un qui est installé à Hollywood. Et Hollywood ne faisait que commencer à exister. Aussitôt, et elle obtient
un permis de visiter les studios à Hollywood de la part de ce correspondant qui lui expédie les bobines de films. Nantie de ce précieux viatique, comme on dit, Enrand part de Chicago à Hollywood. Alors là, le vrai miracle. Donc elle avait une lettre de recommandation pour l'un des plus grands cinéastes américains, Cecil B. DeMille, avec le plus grand studio qui a jamais existé. Elle s'y présente, on lui dit, bon, bah non, qui êtes-vous, surtout qu'elle paragouinait un anglais tout à fait épouvantable, avec un accent guttural totalement décourageant. Et le miracle, c'est qu'au moment où elle s'en retourne toute penaude, il y a une somptueuse limousine qui entre dans les studios Cecil B. DeMille, et c'était Cecil B. DeMille lui-même. Elle fait ni une ni deux, elle lui saute dessus, en baragouinant un mauvais anglais, elle lui explique qu'elle a plein de scénarios, qu'elle veut absolument travailler dans le cinéma, etc. Et lui, il est tellement bluffé, avec cette russe qui jargonne de façon épouvantable, qu'il lui signe une autorisation de visite. Je laisse là le miracle, c'est elle qui lui a permis de mettre d'emblée un pied dans l'industrie cinématographique. Je passe maintenant sur les détails, et elle y trouve rapidement plusieurs jobs, d'abord comme figurante, puis comme costumière, et enfin comme auteur de scripts. C'est quelqu'un qui reçoit d'abord des scripts de films, et qui les révise, qui réfléchit à l'adaptation, etc., la construction du scénario, et à la fin, elle en fait elle-même. Enrand a d'abord été un produit de Hollywood, et du Hollywood du cinéma muet. C'est-à-dire qu'elle arrive au début de la fantastique aventure du cinéma. Et toute sa vie, elle va être marquée par le cinéma. Elle n'y reste pas, et donc le fait que même ça lui permet d'écrire des histoires, lui rappelle que sa véritable vocation, héritée d'enfance, c'est d'être écrivain. Et elle se met à écrire un roman, elle commence d'ailleurs, avoir une petite célébrité, et on arrive à son premier grand roman en 1936, We the Living, Nous les vivants. J'insiste sur le titre, parce que ça permet de valider ce dont je parlais tout à l'heure. Pour elle, la première valeur, c'est la vie. Non seulement se conserver, la conservation de soi en vie, mais l'accomplissement de tout le potentiel que l'on a en tant qu'être vivant. Nous les vivants, ça raconte, donc c'était traduit en français, malheureusement c'est quasiment introuvable maintenant, c'est une sorte d'autobiographie romancée. C'est un superbe roman où il y a une héroïne qui s'appelle Kira, qui est une transposition de Alissa Rosenbaum, étudiante à l'université de Petrograd puis de Leningrad. Je ne vais pas tout vous raconter, mais il se passe beaucoup de choses entre elle et puis un commissaire politique bolchevique qui est à l'université pour surveiller les étudiants, qui est amoureux d'elle. Il y a toujours beaucoup d'amour d'ailleurs dans les fictions. Hein. Ça ne se borne pas, comme on le croit toujours, à l'idéologie. Hein. C'est bien plus profond, bien plus intéressant et palpitant que cela. Et à force de converser avec Andrei Taganov, le commissaire politique en question, qui est un peu plus âgé qu'elle, elle arrive, si je puis dire, mais en tout cas sur le plan intellectuel, à retourner celui-ci, qui un jour, devant ses camarades du parti, leur dit, mais est-ce que vous comprendrez un jour que l'homme, et ça l'écrit dès 1936, que l'homme, chaque homme, ne vit que pour soi, et que vous, communistes, vous faites complètement fausse route, vous ne menez à l'enfer. D'ailleurs, on y est déjà, inutile de dire que Taganov est évidemment immédiatement expulsé et exécuté par ses camarades, et l'héroïne, Kira, tente de s'enfuir du RSS. Elle est abattue par les gardes frontières. Donc c'est pas du tout de la happy end, mais c'est écrit d'une façon profondément émouvante. Je considère que c'est l'un des très très grands romans, pas seulement d'Enrand, elle a écrit 3, mais un des très très grands romans qui a pu être écrit au XXe siècle. Peut-être même mieux que celui-ci, dont je devrais dire en principe le plus grand bien. J'en dis le plus grand bien, mais tout de même que amateur de fiction, Nous les vivants, c'est extrêmement fort. Ça a été transposé aussi au cinéma. Ce livre n'a pas du tout de succès, mais ça ne la décourage pas. Ça, c'est quelque chose de très notable dans la vie d'Enrand.
il faudrait je ne sais quoi pour l'abattre. Elle est persévérante, opiniâtre, teigneuse, rien ne la décourage. Elle continue, c'est-à-dire, elle vit vraiment ce qu'elle a construit comme système philosophique, et tout en travaillant pour pas mal de studios d'Hollywood, Universal Pictures, etc., donc toujours les plus grands, hein, c'est quelqu'un d'intimement mêlé à l'aventure cinématographique américaine. Elle a l'idée d'un petit livre, excusez-moi, d'un petit livre où elle commence à mettre en place ses idées. C'est un livre de fiction qui a aussi été traduit il y a peu de temps, en français malheureusement pas commercialisé. Le titre c'est Anthem, en français Hymne, et ce petit livre de fiction qui est à mi-chemin de 1984 d'Orwell et du meilleur des mondes d'Huxley, qu'elle ne connaissait, donc pour 1984 d'Orwell, c'était donc par la suite, elle ne pouvait pas le connaître. Et alors, c'est tout Ayn Rand, elle décrit un monde politique de cauchemar, un système totalement collectiviste, et là, elle est l'une des seules à bien comprendre que collectivisme, ça ne veut pas simplement dire nationaliser sur le plan économique. Le collectivisme, c'est ce qui détruit les tréfonds de l'individu. C'est le règne du nous. Il n'y a plus de je. Il n'y a pas, c'est écrit en lettres capitales d'ailleurs dans le récit, il n'y a pas d'ego. E-G-O. Autrement dit, pour arriver à collectiviser, il faut passer par la destruction du fort intérieur de l'individu. Et dans cette petite fiction, c'est simplement l'histoire de deux individus, un jeune homme et une jeune fille, qui redécouvrent, pas forcément par hasard, qu'ils sont avant tout des individus et que eux aussi doivent vivre pour eux-mêmes, parviennent à s'évader de cet enfer collectiviste. On peut dire que pratiquement tous les thèmes qu'elle va développer par la suite, sauf peut-être celui de la raison, sont déjà là en 1938. À ce moment-là, elle a l'idée d'un autre livre, un roman. Parce que cette histoire de l'individu souverain qui doit se faire lui-même et refuser absolument de se soumettre à quoi que ce soit qui menace sa souveraineté, ça lui donne l'idée d'écrire l'histoire d'un architecte très original qui tient avant tout à demeurer le maître de ses œuvres, totalement intransigeant, qui refuse toute concession, qui évidemment veut vendre ses plans sur le marché, mais à condition que ceux qui les lui commandent ou les lui achètent se respectent intégralement ce qu'il a conçu. Et c'est quelqu'un qui préfère vivre pauvre plutôt que se prostituer en produisant ce que demande le marché. Si vous connaissez ce qu'on appelle en économie libérale la théorie de l'offre, c'est quelqu'un qui offre et qui attend que son offre rencontre un acheteur ou un demandeur et qui ne veut rien changer à ce qu'il propose. Et pendant des années d'ailleurs, cet architecte préfère être un ouvrier qui casse des blocs de granit dans une carrière plutôt que supporter le moindre entorse à ses principes et à ce qu'il crée. C'est avant tout un créateur. Il lui arrive pas mal d'histoires. Il y a tout de même ce passage fabuleux à la fin donc de The Fountainhead, la source vive. Et qu'est-ce que ça veut dire la source vive? La source vive, c'est ce qu'il y a au fond de chaque individu, cette force intérieure qui lui donne le courage d'être soi de façon intransigeante et de ne jamais céder à quelque pression que ce soit. Plutôt crever ou survivre pauvre que, en effet, se prostituer et obéir à... et même, d'ailleurs, c'est un paradoxe à quelqu'un qui est connu comme une partisane farouche de l'économie de libre marché, c'en est bien une, mais sous condition, en tout cas, à cette époque-là. Cet architecte génial, ce créateur dans l'âme, s'appelle Howard Roark. À un moment donné, d'ailleurs, pour rendre service à un de ses amis, qui n'était pas très créatif, lui, qui était réduit à la pauvreté, ce qui montre que l'égoïste peut, en effet, aider les autres, à condition que ce soit selon ses propres termes, n'est-ce pas? Eh bien, il lui propose d'utiliser des plans dont il n'a plus
l'usage, c'est pour créer des logements sociaux d'ailleurs, mais cet ami architecte, lui, cède aux pressions politiques. Il faut pas qu'il y ait ceci, il ne faut pas que ce soit trop beau. Ah, c'est pour en effet des ouvriers, il ne faut pas que ceci, etc. Ça, c'est pas tout à fait classique, etc. Et il change les plans. Et à ce moment-là, l'architecte en question, Howard Hawks, le héros de Ayn Rand, préfère dynamiter tout ce qui avait été construit plutôt qu'accepter qu'on ait défiguré sa création. Il est traduit devant un tribunal. Alors il y a un plaidoyer tout à fait fabuleux où il dit « Moi je veux simplement respecter la tradition des pères fondateurs des États-Unis. Chaque individu est indépendant, etc. etc. » Et par les jurés populaires, il est acquitté. Et là, il y a une happy end. Ça se double d'une histoire incroyablement romanesque d'amour, avec des passages d'un érotisme torride de temps en temps. Donc il y a absolument tout pour plaire à des lecteurs. C'est pourquoi, aux États-Unis, on en est à près de 7 millions d'exemplaires, un petit peu moins que celui-ci. Ça paraît en 1943. Ça a du mal à démarrer au début, mais alors, le bouche à oreille fonctionne. Les premiers lecteurs sont enthousiasmés. Rapidement, c'est des dizaines de milliers de lecteurs, puis ça passe à centaines de milliers. En 1945, on en est déjà à 4 ou 500 000, ça devient immédiatement un best-seller, et Ayn Rand devient quelqu'un d'extrêmement connu aux États-Unis. On se bouscule pour acheter les droits d'adaptation au cinéma. Le film sort en 1949. Il est d'ailleurs paru en France assez vite. On trouve, c'est un film de très haute qualité, puisque le réalisateur a été King Vidor, l'un des plus grands cinéastes américains, et c'est un film qui circule dans toutes les salles d'art et d'essai en France, en ciné-club. Souvent, il ressort sur des chaînes câblées, et il est disponible depuis peu de temps en DVD. Et à ce moment-là, d'ailleurs, entre-temps, elle était partie à New York, parce que j'ai oublié de le dire, hein, c'est un pardon de ma part, mais il y a eu toute une séquence pendant laquelle Ayn Rand a été également auteur de pièces de théâtre. Comme je vous disais, c'est avant tout une écrivaine. C'est pas du tout d'abord une idéologue ou cette partisane du capitalisme que ne veulent voir tous ces crétins de critiques. Et comme auteur de pièces de théâtre, elle a eu pas mal de succès. Ces pièces ont été représentées à Broadway, donc il avait fallu qu'elle parte de Los Angeles pour New York. L'une de ces pièces a eu tellement de succès à l'époque que Robert Hossein l'a reprise et l'a montée au théâtre Marigny il y a une dizaine d'années, pendant 2 mois. C'est pas mal de succès, n'est-ce pas? En 1949, il a fallu qu'elle retourne à Los Angeles, Hollywood, pour suivre de près l'adaptation de La Source Vive, donc, qui était adaptée en film. Mais un peu avant, elle a eu une nouvelle idée qui est venue, elle devait avoir ça au fond d'elle, qui est venue un peu par hasard, en tout cas en apparence. Elle venait à peine de publier La Source Vive, donc en 1943, qu'une de ses amies, une autre romancière, Isabelle Patterson, lui dit « Mais les idées qui sont présentes et qui imprègnent La Source Vive, ce serait... maintenant, vous avez des dizaines, des centaines de milliers de lecteurs, vous leur devez une sorte d'exposé des idées plus philosophico-politiques qui inspirent votre roman. » Et Ayn Rand, qui venait de publier Travailler dur, dit « Bah oui, mais je suis obligé à rien, je ne suis pas moi-même un animal sacrificiel pour mes lecteurs. Et si je me mettais en grève, pourquoi est-ce qu'on exige quoi que ce soit de moi ?» Et alors son amie Isabelle Patterson lui dit « Mais tiens, ça c'est une bonne idée. En effet, qu'est-ce qui se passerait si les auteurs et les créateurs, les entrepreneurs, etc., se mettaient en grève ?» Et immédiatement, Ayn Rand rebondit sur l'idée et se met à travailler un futur roman. Dès 1946, elle commence à l'écrire. La première phrase, c'est en 1946. Et la première phrase, d'ailleurs, elle figure au dos de la grève. Hein. Là, on l'a mis en français. Qui est John Gould? Et la première phrase, c'est Who is John Gould? Je vous dis tout de suite que c'est l'une des phrases les plus célèbres dans tous les États-Unis. J'ai oublié de vous le signaler. Bon, on arrive d'ailleurs bientôt à cette époque-là, mais
après qu'elle ait eu publié Atlas Shrugged, La Grève, ce qu'elle commence donc à écrire en 1946, l'ouvrage ne sera publié qu'en 1957. Elle met 10 ans à l'écrire. Eh bien, peu après la parution, en effet, de La Grève, sur laquelle je vais un petit peu revenir, mais vous verrez mieux à quel point il faut connaître le contenu de La Grève pour comprendre ce qui va se passer ensuite, l'ouvrage a un tel succès, et surtout, alors en tant que roman, puis en tant que porteur des idées dont j'ai parlé tout à l'heure, que rapidement, surtout chez les jeunes, chez les étudiants des universités, le succès est immense. Et elle est invitée sur pratiquement tous les campus universitaires, à Harvard, à Princeton, à Berkeley, etc., à Yale, et elle retourne plusieurs fois à Yale. Il n'y a pas une grande université américaine dont les étudiants qui assistaient à ces conférences, souvent à 1000 ou 2000, etc., ne l'aient invité. Ça veut dire qu'une grande partie des jeunes Américains, entre 1960 et 1970, en gros, ont été frottés aux idées d'Ayn Rand. Alors, il y a un témoignage célèbre d'une des personnalités américaines les plus connues actuellement, Hillary Clinton. Et Hillary Clinton, un jour, a déclaré « Comme tout le monde, j'ai eu le moment où je ne lisais qu'Ayn Rand ». Alors, si vous voulez, un témoignage pris à la source, et pas n'importe quelle source, de l'immense importance d'Ayn Rand aux États-Unis, là voilà. Pendant que j'y suis, j'en ai un deuxième qui est vieux de 3 jours. Vous avez lu, alors quand de temps en temps dans les médias on parle d'autre chose que des primaires du Parti socialiste, n'est-ce pas? Eh bien, on a également entendu parler de la mort du créateur d'Apple, Steve Jobs. Vous savez que Steve Jobs a créé Apple avec un copain, Steve Wozniak. Steve Wozniak, qui a publié son autobiographie il n'y a pas très longtemps, a donc témoigné au moment où le monde entier regrettait Steve Jobs. Et il a dit, c'était reproduit sur pas mal de sites internet, Steve Jobs a considéré Atlas Shrugged, La Grève, comme l'un des principaux guides de sa vie. Moi, ce qui m'a permis sur internet d'ailleurs de publier un raccourci un peu audacieux, si l'iPhone et les Mac existent, c'est en partie à cause de ce livre, puisque c'est celui-ci qui a décidé Steve Jobs à devenir un entrepreneur. Alors pourquoi Steve Jobs et Hillary Clinton, des gens fort différents, accordent-ils une telle importance à La Grève, à Atlas Shrugged et à Ayn Rand en général? C'est parce que ce roman, c'est... Alors pourquoi ça s'appelle La Grève, alors que ça s'appelle autrement aux États-Unis? C'est parce que La Grève, The Strike en américain, a été pendant 9 ans le titre de travail d'Ayn Rand, lorsqu'elle préparait donc cet ouvrage de fiction. Et alors assez curieusement, mais au Bellet on a été obligé de ne pas en tenir compte, assez curieusement, lorsqu'elle a eu fini son manuscrit, qu'elle a envoyé à un éditeur, alors ce qu'il faut savoir, c'est que si au moment, en 1943, elle avait eu du mal à trouver un éditeur, et il faut savoir qu'elle a eu du mal en 1943 à trouver un éditeur, parce que pratiquement tout le monde intellectuel américain à l'époque était pro-soviétique. On va dire, tiens, c'est curieux, les États-Unis pro-soviétiques, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une stricte réalité. Savez-vous que l'ambassadeur des États-Unis, en 1938, a effectué un voyage en Sibérie et est revenu aux États-Unis en disant, mais ce pays est merveilleux, il est en plein développement, les gens sont prospères et heureux. Ambassadeur des États-Unis en 1938. Tout l'intelligentsia de la côte Est, Washington, Boston, New York, étaient les libéraux sont américains, c'est-à-dire des gauchistes, étaient pro-soviétiques. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le gouvernement américain lui-même qui s'y est mis en disant, vous savez qu'il fallait absolument aider l'Union soviétique, passer le moment où elle était alliée des nazis, à s'en défendre. Il fallait qu'il y ait ce qu'on appelait le pré-buy, une sorte de plan Marshall, et il fallait convaincre les Américains de sacrifier pour le pays du communisme, ce qui n'allait pas de soi. Donc, le gouvernement américain de Roosevelt s'est mis à dépeindre la Russie sous des traits enchanteurs. Et vous savez peut-être comment on appelait Staline aux États-Unis en 1942-3. Oncle Joe, c'était le bon oncle de l'autre côté de l'Atlantique.
C'était un bon pépère qui faisait sauter les petites filles sur ses genoux, leur faisant des bisous, comme Hitler d'ailleurs. Et ça marchait aux États-Unis. Et j'aime autant vous dire que Ayn Rand, qui avait vécu et souffert dans sa chair et son esprit du communisme, lorsqu'elle a vu qu'aux États-Unis, on accordait crédit à toutes ces affabulations dépeignant le communisme sous les traits du paradis, elle était révulsée. C'est là d'ailleurs qu'elle est entrée en guerre. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, j'ai fui l'URSS pour trouver un pays dans lequel on ne parle que du socialisme, etc. C'était, je vous rappelle, l'époque du New Deal de Roosevelt. Donc c'est là qu'elle est partie en guerre, tout à fait. Donc, je reviens à ce titre de travail. J'étais en train de vous raconter que si, en 1943, 10 éditeurs avaient refusé la source vive en disant « c'est anticommuniste, donc on ne prend pas ». C'est ça, hein, le pays du capitalisme. Quand c'est pro-capitaliste, les éditeurs n'en veulent pas. Exactement le contraire de tout ce qu'on rabâche en France. En 1957, c'est l'inverse, parce qu'entre-temps, les éditeurs ont compris qu'elle était l'auteur d'un best-seller. Et alors, le plus grand éditeur américain, Random House, accepte immédiatement le manuscrit, mais dit tout de même, appelez ça la grève, ça peut prêter à confusion, puis d'autre part, ça indique trop quelle est la trame du livre. Il faut que ce soit un peu plus mystérieux. Alors là, elle a repris le titre d'un chapitre, et puis c'est devenu Atlas Shrugged. Nous, Belles Lettres, on n'a pas pu reprendre Atlas Shrugged, on l'a mis simplement en sous-titre, parce que c'est intraduisible en français. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans tous les pays étrangers non anglophones où l'ouvrage était traduit tout de même en 20 langues, il y avait la France qui manquait jusqu'alors, parce qu'en effet, ne pas révérer l'étal social, c'est être voué à l'enfer en France. Eh bien, par exemple, en espagnol, où ça a été traduit il y a plusieurs années, ça s'appelle La Rebellione des Atlas, hein, la révolte d'Atlas. Je crois savoir qu'en italien, c'est pareil, et je vais chercher à savoir comment en allemand on l'a traduit. Puis peut-être un jour, je chercherai à savoir comment on l'a traduit en coréen, en japonais, en hébreu, en russe, puisque ça a été traduit partout, sauf en France, et depuis parfois 20 ans. Mais pour les raisons qui savaient, on n'est pas le pays du social et de l'État pour rien. C'est la grève de qui? Alors, pas de qui vous savez, par exemple, qui sera en grève demain, après avoir été en grève il y a 3 jours d'ailleurs, puis après avoir été en grève il y a 1 mois déjà. C'est la grève des créateurs et des entrepreneurs. Ça se passe dans des États-Unis de fiction, des États-Unis où c'est le New Deal de Roosevelt poussé dans ses dernières conséquences, en voie de collectivisation totale, ce que l'on verra peut-être dans un an, quand nos chers camarades seront au pouvoir. Et il y a de telles réglementations, de telles collectivisations, que, en effet, un certain nombre d'entrepreneurs, et surtout un personnage mystérieux, j'espère que vous lirez le roman, je ne vais pas trop en dire, n'est-ce pas, fomente une grève, se met à part de la société, se réfugie dans un repère, au fin fond d'ailleurs des montagnes rocheuses, dans le Colorado, et s'y prennent de telle sorte que peu à peu, cela sape les fondements de cet État, disons, para-collectiviste américain, où il n'y a plus d'ailleurs dans le monde, tout est devenu collectiviste, il n'y a plus que des républiques populaires. Alors, l'ouvrage est centré sur plusieurs personnages. Il y en a 2 qui se détachent par-dessus tout. Le personnage d'une femme. On a beaucoup épilogué aux États-Unis ailleurs sur le féminisme d'Ayn Rand. Si on prend le féminisme au sens que ça a actuellement, hein, vous avez les théories du genre, etc. Non, niet, si je peux dire, pour reprendre sa langue natale. Mais si on prend le féminisme dans son interprétation intelligente et rationnelle, les femmes sont des individus égaux aux hommes et ont autant de capacités créatrices, alors là, Ayn Rand est profondément féministe. Et dans Nous les vivants, le personnage principal est une femme, et je veux dire une femme de compétition qui ne cesse pas faire, qui préfère choisir la liberté en franchissant les barbelés plutôt que rester en URSS. Dans La source vive, eh bien, il y a également une Dominique Franken, qui est un personnage extrêmement fort, qui sait ce qu'elle veut, mais c'est rien à côté d'Agni Taggart, l'héroïne
de la grève, qui est ce qu'on appellerait en France, je ne sais pas si ça se dit, mais on va risquer l'énologie, une entrepreneuse. Je ne sais pas comment politiquement correct on est censé devoir dire ça maintenant. C'est une entrepreneur avec un E capital au bout, pour qu'on se fasse bien comprendre, et qui est absolument décidée à développer son entreprise. Elle a une entreprise qui n'est pas n'importe laquelle, c'est très tributaire du contexte américain de l'époque, c'est la plus grande compagnie de chemin de fer transcontinental aux États-Unis, qu'elle a hérité de son père. Et quand vous lirez le roman, vous verrez que c'est une maîtresse femme, c'est une jeune femme, qui ne se laisse pas faire et qui est prête à tout en respectant en effet toutes les vertus de loyauté, d'intégrité, pour sauver et développer son entreprise. Mais elle est persécutée par les sbires de l'État qui émettent de plus en plus de réglementations, qui veulent collectiviser, etc. Alors ça, c'est un premier personnage très fort. Puis un deuxième, celui dont je parlais tout à l'heure, John Gall, dont je préfère ne pas dire grand-chose pour maintenir un peu le suspense. Puisque je parle de suspense, c'est le moment de dire qu'il y a plus de 1100 pages. Je connais pas mal de gens qui s'y sont mis et qui ne peuvent plus le quitter, n'est-ce pas, qui disent, mais bon, les 1100 pages vont tout de même vite défiler. Parce que, en tant que romancière, et ça apparaît surtout dans ce roman-là, dans La Grève, Ayn Rand a bien retenu les ficelles d'Hollywood. Au fond, avoir été scénariste à Hollywood, ça a immensément profité à son travail d'écrivain et d'auteur de fiction. Il y a à Sunspace, il y a une traque policière, il y a des scènes assez dures à la fin, où il y a évidemment des coups de feu, il y a une scène de torture, etc. Donc il y a tous les ingrédients. Sans arrêt, on est sur la piste de l'inventeur d'un mystérieux moteur. Tout le monde aux États-Unis de l'époque se demande, en effet, qui est John Galt, qui est celui qui est sans doute celui qui pourrait nous sauver du marasme, mais en même temps, on commence à se douter que c'est lui qui organise toute cette dégradation de l'économie, puisque un peu on voit les États-Unis en train de s'effondrer. Et alors surtout, je termine par ça, et j'aurais pratiquement fini ce que je voulais vous dire, il y a un passage qui fait peut-être pas loin de au moins 150 pages. C'est un discours de John Galt aux Américains, où il leur explique et leur révèle pourquoi tout va mal, pourquoi tout ira de plus en plus mal, pourquoi, évidemment, ce sont les sbires de l'État social qui en sont les responsables, mais pourquoi eux, les citoyens américains, ils ont eu tort, ils sont coupables de s'être volontairement laissés manipuler et laissés faire par les gouvernants, et il leur explique pourquoi ils doivent retrouver les vertus du courage, de la fierté, de la rationalité, etc. C'est un passage tout à fait philosophique, mais qui a marqué considérablement les esprits aux États-Unis, qui révèle le sens profond. Et c'est de là que j'ai tiré ce dont je vous parlais au début, ce qui permet de terminer en disant, bien, la boucle est bouclée. J'ai un tout petit mot à ajouter, personnel. C'est jusqu'à présent, jusqu'à ce que j'ai publié ceci, j'étais le seul en France pratiquement à m'intéresser à écrire sur Ayn Rand. Dieu merci, les quelques chroniques et critiques qui sortent dans la presse commencent à faire leur effet, puisque même l'expansion, le Nouvel Observateur, le journal du dimanche, en parle de la grève en même temps. Mais alors surtout, il y a un événement tout à fait extraordinaire. Alors Ayn Rand était totalement inconnue en France jusqu'il y a quelques semaines. Et quelle ne fut point ma surprise et heureuse surprise de découvrir il y a 2 jours que l'un des philosophes universitaires assez connus en France, Dominique Lecourt, allait le 24 octobre à Nantes, à l'université de Nantes, donner une conférence sur l'égoïsme selon Ayn Rand. Et pour moi, c'est une victoire prodigieuse. Ça veut dire que ça y est, le mur du silence a été brisé. Les universitaires français sont obligés de compter avec Ayn Rand. Et voir un philosophe connu de gauche être obligé de faire une conférence sur l'égoïsme selon Ayn Rand, pour moi c'est un triomphe. Ça ne me rapporte pas un centime, je m'en fous complètement, mais alors je jubile totalement. Voilà.
Merci beaucoup Alain. Laurent, on va passer aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vous demanderai de venir à côté du micro, comme je suis en train de le faire là, pour qu'on vous entende, parce qu'on n'entend pas quand vous parlez du fond de la salle. Alors, une première question. Bonsoir. Alors, c'est pas vraiment sur la conférence, mais c'est plus sur vous, personnellement. Pourquoi vous êtes plutôt libéral conservateur et pas libertarien? Oui, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir. Pourquoi oui. Enfin, je ne suis pas franchement libéral conservateur parce que j'ai, sur ce plan-là, un avis semblable à celui d'Ayn Rand, qui détestait les conservateurs. Elle détestait les conservateurs américains, pour deux raisons. Alors, d'une part, ils étaient, à son époque, ils étaient totalement incapables de défendre le capitalisme, de laisser faire. Elle prend comme exemple Eisenhower ou tous les candidats républicains, surtout celui qu'elle avait soutenu en 1940. Et puis surtout, Ayn Rand est tout à fait en avance sur son temps du point de vue de ce qu'on appelle les problèmes de société ou les problèmes de mœurs. C'est une antiraciste radicale en tant qu'individualiste. Mais tous les individus sont naturellement égaux. Et surtout, elle vomit, le mot n'est pas trop fort, tout ce qui est familialisme et religion ou tradition. Et de ce point de vue-là, elle reproche aux conservateurs d'être des collectivistes de droite qui veulent museler la liberté et l'indépendance d'esprit des individus. Donc elle les fustige de toutes les manières possibles, et là-dessus, je la suis assez largement. Enfin, moi, c'était mes convictions avant de la connaître. Elle est, cela dit, un peu conservatrice, comme sont une partie des Américains que je connais, au sens où ce que les vrais libéraux américains veulent, qu'est-ce qu'ils veulent conserver, comme on dit, qui sont des conservatives, et elle rendait aussi, je pourrais revenir en détail là-dessus, ce qu'ils veulent conserver, c'est l'héritage des pères fondateurs. Le grand américain, pour eux, c'est Jefferson. Rester à la Constitution de Jefferson, rester à la Déclaration d'indépendance, ne pas introduire d'amendements qui défigurent la Constitution depuis le début du XXe siècle. Donc conserver l'esprit des pères fondateurs, retrouver ce qu'était le génie des États-Unis au moment de Jefferson, etc., de Washington et d'un certain nombre d'autres, tous les Founding Fathers, voilà ce qui est le bon conservatisme. Mais elle déteste tellement les conservateurs qu'elle ne se décrit jamais comme conservatrice. Voilà. Alors, voilà pourquoi moi je serais conservateur au sens où on peut l'être aux États-Unis quand on se réclame de Jefferson, où le sont une grande partie des républicains aux États-Unis. C'est ça le socle, n'est-ce pas? Et comme Ayn Rand, parce qu'on a pas mal d'acquaintances, même si je la critique pas mal hein, dans le livre, je ne suis pas du tout un dévot, béat devant Ayn Rand. Hein, je lui remonte beaucoup les bretelles, je pense qu'elle n'est même pas une vraie philosophe, c'est vous dire. Alors aux yeux des objectivistes purs et durs américains, je dois être une sorte de, de déviant tout à fait épouvantable. Mais comme Ayn Rand, donc dans votre question, il y avait également le terme libertarien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de venir, et moi j'ai une position assez proche de celle d'Ayn Rand, même si ce n'est pas tout à fait identique. Premièrement, il y a une ambiguïté, surtout en France, sur le terme libertarien, libertarian. Ce qu'on appelle aux États-Unis les libertarians, ce sont les classical liberals, ceux qui se réclament de la tradition libérale classique, celle de Locke, celle de Smith, celle de Benjamin Constant en France, celle de Bastiat, etc. En France, on croit que est libertarien uniquement ceux qui se réclament de l'anarcho-capitalisme. Voyez-vous? Alors, il s'agit de savoir ce qu'on appelle libertarien. Moi, je suis un libertarien au sens américain, mais pas un libertarien au sens des anarcho-capitalistes français que détestait Ayn Rand. Alors, elle détestait pas mal de monde, hein, Ayn Rand.
Alors, parmi ceux qu'elle détestait, vous voyez, on peut l'enchaîner. Il y a les communistes, les socialistes, les étatistes, les collectivistes, les religieux. Il y a également les conservateurs, il y a également les racistes. Alors maintenant, il y a les libertariens. Les libertariens, lorsque on les identifie aux anarchistes. Et elle a dit, elle a écrit ceci, elle l'a dit plusieurs fois, les soi-disant libertariens sont des hippies dégénérés qui ont rejeté toute rationalité, et en effet, comme ce sont des anarchistes, on ne peut rien faire avec eux. Donc quand elle rejette les libertariens en tant qu'anarcho-capitalistes, c'est évidemment anarcho-anarchistes qu'elle rejette. Dans les autres, tout est compliqué. Il faut savoir ce qu'on appelle libertarien, il faut savoir ce qu'on appelle conservateur. Qu'est-ce qu'elle rejette chez les anarcho-capitalistes? Je viens de vous le dire, l'anarchie, l'état zéro, le fait que cela déchaînera, c'est un déchaînement de passion, de désir, c'est satisfaire les autres. Ça va être, pour elle reprend d'ailleurs des arguments classiques, mais elle ne diffère pas des autres libéraux, elle ne diffère ni de Mises, ni de Hayek sur ce plan-là. Tous vomissent l'anarchie. C'est tout simplement la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi des brutes, et par conséquent, elle qui haït tout ce qui est la force brute et qui n'est pas la raison, elle le rejette pour ce motif-là. Donc elle est pour un État, mais un minimum d'État. Oui, mais là, elle n'est pas différente. C'est en effet sa position. Ce qu'on appelle le limited government, celui de Jefferson, hein, pour Jefferson. Si vous voulez, les idées politiques d'Ayn Rand, quand on les regarde bien, et contrairement à ce que j'appelais les crétins de critique en France, sont d'une modération tout à fait évidente. C'est Jefferson, poursuivre le travail de Jefferson. Pour Jefferson, il faut la séparation de l'État et de l'Église, il faut que le gouvernement intervienne aussi peu que possible, gouverne peu, etc. Donc, c'est l'État limité. Et Ayn Rand écrit que le gouvernement doit simplement être une agence au service des citoyens. Et il ne doit pas s'occuper d'autre chose que d'être le gardien de la paix entre deux libres citoyens. S'il va au-delà, il devient un tyran. Donc, en effet, c'est la version tout à fait classique de l'état minimal. Voilà. On va prendre une autre question. Oui, vous venez. Moi, je suis en train de lire donc, effectivement la grève depuis une semaine ou deux, là, donc je suis assez happé par l'intrigue et aussi par tout le discours politique qui est développé, même si c'est pas forcément mon creuset idéologique d'origine, mais il y a quelque chose qui me frappe un peu dans le point de vue qui est développé sur, dans sa vision économique des choses, c'est l'aspect vertueux a priori de la plupart de tous les entrepreneurs, quand ils ne sont pas au contact de l'État, ont une attitude tout à fait noble et qui sont intéressés par faire de l'argent, certes, parce que ça c'est jamais ni critiqué ni remis en cause, mais il y a aucun, quand il n'y a pas de syndicat pour intervenir ou d'État pour intervenir, il n'y a aucun accord malhonnête entre deux entreprises ou deux parties différentes. Et ça, je trouve, ça nuit un peu à la crédibilité de son propos, dans la mesure où on sait bien que autant elle est très intéressante quand elle parle du rôle de corruption que peut jouer l'État, autant on sait tous qu'il y a eu des affaires de corruption entre entreprises et qu'il y a des accords très intéressés qui étaient très loin de ce dont elle parle pour la vertu de l'entrepreneur, grand capitaine d'industrie. Et donc, qu'est-ce que vous... Je suis en bonne partie d'accord avec vous. Je l'ai écrit d'ailleurs. Il y a chez Ayn Rand une tendance à idéaliser beaucoup de choses. Elle a, alors pour le moment, je n'ai pas émis beaucoup de critiques d'Ayn Rand, hein, ça c'est mes rapports avec elle. Mais quelque chose qui n'est pas d'ailleurs une critique, mais un constat, c'est qu'elle vit dans un univers, elle construit un univers
manichéen, surtout dans la grève. Et puis après, dans les essais qu'elle a publiés à partir des textes de conférences ou des textes qu'elle a publiés dans ses newsletters. Et à un moment donné, d'ailleurs, je dis un petit peu la même chose que vous, je ramasse en une phrase, parce que je suis pas... J'ai pas écrit cette biographie intellectuelle pour parler de mes propres idées, mais j'ai pas pu me retenir à un moment donné de lancer également cette pique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, elle ne retient du capitalisme que la plus belle partie, et je souscris à ce que vous avez dit. Elle fait comme s'il ne pouvait pas y avoir de mauvais capitalistes, c'est-à-dire en effet des gens qui essaient de truander le consommateur en passant des accords entre eux pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Il n'y a pas besoin de l'État pour les pousser là. Souvent, ils sont assez pervers pour le faire eux-mêmes. Alors, ce qu'a voulu faire dans son roman Ayn Rand, c'est prendre l'entrepreneur, le créateur, tel qu'ils existent en partie et tel que, idéalement, ils devraient être. Voilà. C'est un monde idéal. Ça, on est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas, mais je ne peux pas, en effet, vous contredire totalement. Lorsque, après, alors, un roman est un roman. Bien. Donc, en effet, c'est idéalisé, etc. On peut lui reprocher ce que vous venez de dire, lorsque par la suite, elle a écrit, malheureusement, elle n'a jamais écrit de véritables essais, de livres d'idées. Ces livres d'idées, par exemple, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs le seul ouvrage dans lequel il y a un texte assez long, d'environ 80 pages, continu, dans lequel elle s'explique sur ce qu'elle appelle la morale objectiviste. Mais la plupart du temps, ce sont des textes de conférences relativement courts. Donc, elle n'a jamais vraiment développé ses idées et elle n'a jamais répondu à une objection telle que la vôtre pour une raison bien simple. Ce qui permet de revenir sur un autre aspect d'elle. Ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a décidé d'être, parce que c'était son libre choix, personne n'y a forcé, à la suite du fantastique succès de la grève. Elle est devenue une intellectuelle militante de choc, prêchant littéralement la bonne parole devant des foules de disciples. Je me dis que sur les campus de Princeton, de Yale, etc., il y en avait parfois 1000 ou 2000, 3000, il n'y avait pas assez de place pour assister à ces sortes de harangues. Et évidemment, comme tout militant, je pense que je devrais dire ce que je vais dire maintenant, mais je n'ai pas une grande estime pour les militants, parce qu'un militant est forcément quelqu'un qui truque le réel pour ne retenir que ce qui l'arrange, et puis descendre en flammes ceux qui ne pensent pas comme lui. Et malheureusement, il y a eu de ça chez c'est pour ça que je lui refuse le titre de philosophe, parce qu'elle n'a pas une vision suffisamment approfondie, patiente et sereine des choses. Et elle aurait dû, en effet, dans ces petits textes de conférences, de newsletters, intégrer cela, parce que c'est trop facile de dire que lorsque les capitalistes se conduisent mal, c'est uniquement et forcément de la faute de l'État. Je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas? On a eu pas mal d'exemples qui peut en être tout à fait autrement. Mais alors voilà l'explication de son point de vue. Ce qu'on pourrait recommander d'ailleurs à un certain nombre de capitalistes, c'est de lire Ayn Rand pour savoir ce que doit être, en effet, un vrai entrepreneur. Quelqu'un qui prend des risques, qui est prêt à payer de sa personne, qui en effet... La phrase que vous avez citée d'ailleurs est intéressante. Ils veulent faire de l'argent. En effet. Mais qui ne veut pas faire de l'argent? Même si les salariés. Bon, je crois comprendre que les gens qui seront en grève demain, ils veulent plus d'argent, ils veulent faire de l'argent. Mais nulle part, Ayn Rand ne dit, ce qui serait contradictoire de sa pensée, dans la vie, il ne s'agit que de faire de l'argent. C'est sous les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure. Mais je crois que ce que vous avez dit mérite en effet d'être dit à cette vision tout à fait idéale et idéalisée non seulement d'entrepreneur, mais aussi du créateur, puisque dans le sanctuaire où sont les réfractaires, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a des créateurs, il y a une romancière, il y a un compositeur musicien, il y a des gens comme ça, il y a des artistes, il y a un sculpteur, des gens comme ça aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Alors, c'est moi qui vais la poser. Parce que ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit particulièrement, c'est cette différence, cette distinction qu'elle opère entre, je ne me trompe pas, égoïsme rationnel et égoïsme non rationnel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est-à-dire un capitalisme souvent, je ne sais pas tout le temps, mais enfin, souvent qui joue sur les pulsions les plus basses de l'homme, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire via la publicité. On manipule beaucoup les gens pour qu'ils achètent des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin. Je sais pas, je vais prendre les jeux vidéo qui sont souvent violents, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples, les parcs de loisirs qui desserraient. Bon. Bref, est-ce que pour Ayn Rand, ça c'est une dérive du capitalisme ou pas? À son époque, ça n'existait pas. Donc elle n'a rien dit là-dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est supputer, mais je ne vais pas me livrer à ce jeu. Hein, qu'aurait dit un tel et s'exprimer à la place des auteurs. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne fait pas partie de son monde, hein, parce que vous avez raison. Alors ça, c'est le premier stade de ma réponse. En principe, ça ne devrait pas exister à ce point. Mais il y a tout de même une autre dimension de ma réponse, et importante. Personne n'est obligé d'acheter des jeux vidéo, ni de consommer ceci ou cela. Il y a un consentement. Les gens le veulent bien. Par conséquent, ils ont... Autrement dit, ça tient moins... Cette partie un peu saumâtre, un peu glauque, en effet, de ce qui existe sur le marché, c'est parce que les gens en veulent bien. C'est parce qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui est ainsi. C'est parce que eux-mêmes, les consommateurs, les demandeurs de n'importe quoi, de toutes ces choses-là, ne sont pas rationnels. Donc moi, ma théorie en la question, enfin, dans ce domaine, et c'est ma conviction depuis très, très longtemps, c'est que les gens reçoivent ce qu'ils demandent implicitement parce que l'être humain est ainsi fait. Ça me rappelle d'ailleurs l'époque où j'enseignais en sociologie à l'université, où la grande marotte des étudiants, c'était « mais c'est le capitalisme qui crée les besoins, etc. » Et moi je réponds toujours, mais le capitalisme ne crée aucun besoin. Tout ce qu'il fait éventuellement, ou certainement, c'est exploiter des besoins préexistants. Et ces besoins-là, on peut les repérer déjà à l'œuvre dans l'Antiquité. Lorsque Platon et Aristote décrivent l'homme de leur temps, mais vous avez presque déjà l'homme pulsionnel, consommateur de maintenant. Et puis on exploitait ça. Du pain, du cirque et des jeux, et massacrons les martyrs et les chrétiens à Rome, c'est moins pire tout de même, ce que fait le capitalisme actuellement. Ça veut dire qu'on jouait déjà sur les pulsions des gens. Ces pulsions-là étaient déjà là. Je me rappelle toujours une séance célèbre que j'ai vue avec des étudiants. C'est à propos des produits de beauté. On avait pris ça, je sais pas, produits de beauté, le fait que les gens, surtout les femmes, en tout cas à l'époque, se maquillaient, etc. Mais à Rome, c'était déjà pareil. On y avait déjà on prenait des bains dans du lait, etc. Cléopâtre, etc. se maquillait. Mais tous ces besoins... par exemple, vendre des bagnoles, est-ce qu'on crée un faux besoin? Mais depuis toujours, l'homme, a eu besoin a eu envie, plus que besoin, envie. C'est plus qu'un besoin, c'est un désir de se déplacer avec le minimum d'effort. Et puis que ça en jette plein la figure aux autres. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Autrement dit, le capitalisme n'invente rien du tout. Ça, faut être... Alors évidemment, il n'y a que dans les... on ne court pas ce risque dans un pays socialiste, n'est-ce pas, où tout est rationné, où tout le monde s'habillait de la même manière, où c'est l'État qui décidait de la couleur des robes ou des pantalons. Ça, en effet. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé en Chine, avant même que ça vire au pseudo-capitalisme actuel? Quelles ont été les premières envies, parce qu'ils en avaient, des Chinois? C'est s'habiller à la mode, se diversifier, ne plus être en uniforme Mao. Mais alors, ça s'est fait en un an. Le capitalisme est responsable de ça? Qui est le plus consommateur de mode actuellement au monde? Les Chinois, qui raffolent de ça.
Alors que l'on sache, alors quand on dit que la Chine est un pays capitaliste, mais enfin c'est une galéjade, n'est-ce pas? C'est une galéjade. Il n'y a rien de ce qui se passe en Chine qui ne soit décidé par le bureau politique du Parti communiste. La preuve, c'est que dès qu'il y a un conflit entre le gouvernement chinois et un autre État, comme par miracle, les entreprises annulent des contrats. On ne reçoit plus un tel, ou telle entreprise qui voulait s'implanter ne le peut plus. Tiens, comme c'est étrange. Ça vient d'où? Du comité central. Donc, la Chine n'est pas du tout un pays capitaliste, ça en a l'apparence, etc. Mais les citoyens chinois, eux, n'ont pas attendu le capitalisme pour essayer d'être à la mode, d'avoir les plus beaux objets qu'ils consomment, etc. Et c'est le monde. Le monde fonctionne exactement à l'inverse de tout ce que les anticapitalistes primaires nous disent. Et juste pour conclure, je voudrais compléter ma question parce que ce que j'ai compris d'Ayn Rand et de sa théorie de l'offre aussi, sur laquelle elle joue beaucoup, c'est-à-dire que c'est le créateur qui doit imposer sa vision au marché et après le marché. Alors non, attendez. Je termine. Est-ce qu'il n'y a pas une... Oui, mais c'est pas ça. Hein. Alors, justement, c'était ça dans la source vive. C'est pas ça dans la grève. Alors, j'ai pas fini la grève encore, mais ce que j'en ai compris, c'est quand même que le créateur n'a que faire, en fait, du fait que le marché accepte ou pas sa création et qu'après... Non, pas dans la grève. Alors, est-ce que pour elle, le créateur, justement, et donc le capitaliste, n'a pas cette fonction, telle qu'elle l'entend, elle, n'a pas cette fonction d'éducation aussi? Parce que, justement, il y a des pulsions, mais on peut aussi, via l'éducation, sortir de ces pulsions et être tiré vers le haut. Est-ce qu'il y avait cette notion chez elle ou pas? S'il y a de l'éducation, c'était à condition de lire ce qu'elle avait écrit, puis d'aller l'écouter dans ses conférences, évidemment. Non, ce que je veux dire, tout à l'heure, j'ai pointé ce qu'on pourrait presque appeler une étape de sa pensée, celle qu'elle a dans les années 40, lorsqu'elle écrit la source vive. Si on prend maintenant l'entrepreneur dans la grève, et puis, bon, tous les autres entrepreneurs sont des gens qui répondent à des besoins sur le marché. Il y a par exemple Royat dans la grève, qui est c'est quelqu'un qui a une exploitation qui produit du pétrole. Il y a un banquier. Bon, mais il y a surtout Dagny Taggart et puis son frère, ceux qui sont les patrons de la transcontinentale, c'est-à-dire cette très grande entreprise de chemin de fer qui traverse les États-Unis. Bien. Alors là, c'est une entreprise classique. Ils essaient d'offrir au meilleur prix aux gens ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire se déplacer. C'est tout simple. Puis gagner de l'argent en proposant cela dans le cadre, d'ailleurs, d'une concurrence. Voilà, c'est simple comme bonjour. Le capitaliste, l'entrepreneur, n'a pas du tout à se mêler d'éduquer qui que ce soit. Elle rend, oui. Elle voulait éduquer en révélant ce que devait être la vertu, la morale, etc. Mais l'entrepreneur tel que l'est pas, fait son job, n'est-ce pas, qui est vraiment l'un des métiers les plus anciens du monde, gagner de l'argent en répondant aux besoins des gens sans tricher ni frauder, en leur donnant pour leur argent et en gagnant par la même occasion. Bien, ça sera une... Et prétend que c'est ça qui a été oublié dans les États-Unis de l'époque où elle vit et qu'elle dépeint dans le grève. Très bien. Merci beaucoup Alain Laurent, ce sera la conclusion. Alors, plusieurs messages à vous faire passer. Donc, vous pouvez évidemment vous procurer les livres d'Alain Laurent ici présent qui va pouvoir vous les dédicacer. Et d'Ayn Rand, il ne faut pas m'identifier. Voilà, et d'Ayn Rand. Ouais. Ensuite, il y a un pot pour ceux qui veulent rester et discuter un peu, si Alain Laurent veut rester aussi. Et puis ensuite, on sortira par en haut, parce que la porte est condamnée là. Voilà. La semaine prochaine... Sortir par le haut, c'est toujours indiqué maintenant. Voilà, la semaine prochaine, je ne me rappelle plus du... Oui, c'est le monsieur qui est sur la timidité. Non, ça c'est la semaine d'après, donc voilà. Arbello. Ah, ça sera Christian Arbello sur un parti, comment on crée un parti politique sans être influencé, notamment par l'étranger. Voilà. Merci encore et à bientôt.